Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review de Multi-21. Je suis cette semaine en compagnie d'un homme guéri, Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu ? Je vais mieux Clément, et toi comment tu vas ? Eh ben écoute, je vais bien, on va revenir sur le 1002e Grand Prix de l'histoire de la F1, le Grand Prix d'Espagne. On va bien évidemment parler de la course, de tout ce qui s'ensuit et de l'avenir de ce Grand Prix d'Espagne en lui-même, puisque, on peut le dire mon cher Aurélien, c'était une purge. Ah oui, c'était très difficile de rester éveillé justement pendant ces 2 heures, surtout que maintenant les horaires européens, c'est à 15h10, donc pile à l'heure de la sieste. Et puis ouais, le spectacle à Barcelone, depuis de nombreuses années, c'est jamais trop ça quoi. Et là ouais, vraiment cette année c'était assez difficile de rester accroché quoi. Alors on peut le dire, tout s'est joué au départ, c'est là où réellement a eu lieu l'enjeu du Grand Prix. Un Valtteri Bottas en pole a très mal démarré et Sébastien Vettel et Lewis Hamilton en ont profité avant que Vettel se rate un petit peu au deuxième virage et laisse les deux Mercedes prendre le large. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où Hamilton a pris l'avantage pour ne plus jamais le lâcher. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de malédiction avec les poleman cette année. Il me semble qu'il y a que Bottas à Bakou qui a réussi à conserver son avantage dans le premier virage. Mais sinon, tout s'est joué au départ. Tu as très bien dit. De toute façon, c'est toujours très difficile de dépasser à Barcelone parce que c'est le circuit qui veut ça. Et puis, comme on fait déjà les essais là-bas, il y a toutes les équipes qui ont un temps de roulage assez conséquent dessus, les réglages sont vraiment plus qu'optimisés, donc c'est assez difficile de voir de l'action. Il faut compter sur la pluie, mais bon, en mai en Catalogne, assez difficile de ce côté-là. Donc une fois que Bottas avait perdu le commandement au départ, c'était fini, c'était terminé de toute façon. On aurait pu espérer bien sûr un problème de fiabilité pour une des monoplaces, pas forcément Hamilton en tête, mais peut-être Bottas ou Vettel ou Leclerc pour un petit peu relancer les débats. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'en même temps les moteurs sont de plus en plus fiables. Fort heureusement, il y a eu Norris et Stroll pour relancer un espèce de semblant d'intérêt en fin de course. Alors on va revenir à peu près sur toutes les écuries. Je reviens sur ce que tu disais sur la malchance du poleman. C'est à vérifier, mais je crois que ce soit dans les courses de F2, de F3 ou la course de F1, tout le monde a eu un problème cette année en Catalogne. Donc Valtteri Bottas s'était plaint du marquage de départ qui était un peu trop glissant, la grande ligne blanche qui annonce la ligne de départ. Et c'est quelque chose dont certains pilotes de F2 se sont plaints, donc à voir si ce n'était pas non plus un phénomène qui a pu entraîner ce mauvais départ. Alors tu l'as dit, un accrochage entre Stroll et Norris qui a failli nous relancer la course, mais Hamilton était aussi au-dessus du lot, enchaînant meilleur tour sur meilleur tour, collant parfois une seconde au tour à tout le plateau. Enfin, vraiment un Lewis des grands jours qu'on a senti piquer après le début de saison de Valtteri Bottas et qui tient à remettre les pendules à l'heure dans une écurie Mercedes toujours aussi impressionnante. Oui, Hamilton qui est un petit peu le maître des qualifications, hein, puisqu'il a le record de pole position, qui se fait coller 6 dixièmes par Bottas. C'est clair que l'ego a dû être piqué au vif, donc il fallait une réponse, il l'a donnée, donc très très bien. Et puis ça montre aussi à Bottas que il ne va pas lâcher le morceau cette saison, loin de là. Donc ça promet. Peut-être un remake de la lutte Hamilton-Rosberg de 2014 en 2016, peut-être un petit peu plus soft celle-ci, parce que il n'y a pas vraiment d'antécédent entre Hamilton et Bottas. Pour l'instant, il parle de respect. Bon, le respect risque un petit peu d'être enterré quand les enjeux commenceront à devenir de plus en plus importants, mais pour l'instant, ça va. Donc c'est tant mieux. Ça reste agréable à voir. De toute façon, il n'y a que ça à voir cette année. Donc voilà. Effectivement, ouais. Oui, tout à fait. Et sinon, plus qu'Hamilton, Mercedes incroyable. 5 doublés sur les 5 premières courses de la saison. Déjà, ça ne s'est jamais vu en 70 ans de Formule 1. Incroyable. Et surtout, ils sont maintenant à une course de signer un nouveau record en termes de doublés consécutifs. Voilà. C'est incroyable, tout simplement, ce que Mercedes a fait. On les voyait complètement perdus, dépassés par le design avec l'aileron avant. Voilà, tout le monde...
comment dire poliment, que tout le monde vénérait Ferrari avec son concept d'aileron avant complètement fantastique, avec les bords incurvés, et tout le monde critiquait justement Mercedes. Oh, ils sont frileux, et puis voilà, au final c'est Mercedes qui tient le bon bout tout simplement, et qui prouve une fois de plus, hein, ça ne sera que depuis 2014 de toute façon, que voilà, ils sont la référence en Formule 1. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est Mercedes qui a fait taire tout le monde, ou est-ce que c'est Ferrari qui a finalement déçu, puisque entre la monoplace qu'on a vue lors des 4 premiers Grands Prix et la monoplace qu'on a vue en avant-saison, il y avait déjà un pas en arrière. Un nouveau pas en arrière a été franchi, on a l'impression, avec cette évolution, puisque les Ferrari ont tourné plus lentement lors de ce week-end que lors du week-end que lors des essais de pré-saison sur le même circuit de Barcelone, battu à la régulière par une Red Bull de Max Verstappen, et même plus lent rythme de course que celle de Pierre Gasly. Donc c'est vrai que finalement c'est Ferrari qui fait peur, et d'ailleurs on enregistre ce lundi, lendemain de Grand Prix, et aujourd'hui même Ferrari a annoncé qu'il s'était peut-être trompé sur un monoplace. Alors est-ce que ça y est, on peut dire que Ferrari a raté sa saison d'ores et déjà? Est-ce que l'intérêt ne va pas être maintenant la lutte Vettel-Leclerc pour le pouvoir? Ah bah j'en ai bien peur. Mercedes, aujourd'hui, en 5 courses, ils ont déjà 4 victoires d'avance sur Ferrari, 4 x 25, c'est-à-dire 100 points. 100 points en 5 courses, c'est assez violent. Je vois pas du tout comment Ferrari peut revenir dans la course. Mercedes, ils ont un moteur fiable, ils ont un concept aéro qui tient la route sur des circuits un petit peu lents et tortueux comme l'Espagne. Ils sont rapides. Sur des circuits nettement plus rapides comme la Chine, ils sont rapides aussi. Donc voilà, il n'y a qu'à voir le 3e secteur. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo de la Formule 1 qui montrait l'écart en temps réel sur un tour entre le poleman Bottas et Vettel. Mais dans le 3e secteur, Ferrari morflé, c'était violent. Et prochaine course à Monaco, donc que des virages, pas de ligne droite. Ferrari, son seul avantage, c'est la puissance en ligne droite. Ils vont déguster, ça va être une véritable boucherie, et j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour Ferrari parce que ça a commencé à gueuler. Binotto est en place que depuis cette saison, en 2019, mais sa tête est déjà mise à prix, j'en ai bien peur. Alors c'est vrai qu'on en reparlera lors de la preview du Grand Prix de Monaco, mais Red Bull sont des habitués des bonnes performances à Monaco. On a vu aussi As être très bon dans ce dernier secteur aujourd'hui, donc attention Ferrari pour Monaco, attention à l'accident industriel véritable. On en reparlera, mais pour l'instant c'est vrai que sur ce circuit on attendait beaucoup d'évolutions et elles ne sont pas arrivées. Une autre écurie chez qui ne sont pas arrivées ces évolutions, c'est Renault. Renault qui nous promettait une version plus fiable, pas plus performante, mais plus fiable de son moteur. Alors certes le moteur est plus fiable, mais maintenant ce serait temps d'aller sur la performance, puisque ça fait 2 courses que les Renault n'ont pu marquer de points depuis la Chine et Ricciardo. On les retrouve au 11e et 12e rang du classement général. Renault est 8e au classement constructeur, ce qui est absolument aberrant. Et juste derrière eux, il y a Toro Rosso qui a l'air plutôt en forme en ce moment. Donc attention pour Renault aussi, il va être le temps de réagir là, parce que ça commence à faire beaucoup. Oui, t'as parfaitement résumé la situation. Hülkenberg qui aide pas l'équipe à viser les premières places en se sortant dès la Q1, et surtout après en déclarant à la presse qu'ils ont été obligés de revenir à une spécification d'aileron avant différente, ce qui est formellement interdit justement par le règlement, et c'est pour cette raison qu'il est parti depuis la voie des stands. Donc si Hülkenberg fait des conneries, il sait pas tenir sa langue, et Ricciardo, je sais pas s'il surpilote ou s'il a perdu un petit peu de sa superbe, mais je le sens beaucoup moins. On a l'impression qu'il est désabusé. Oui, c'est ça. Il couvre quelque chose, en tout cas Ricciardo. En même temps, c'est bien normal face aux performances de la Renault. J'ai l'impression qu'ils sont même en deçà de ce qu'ils produisaient en 2018. Le début de saison 2018 n'était pas fameux pour Renault, parce que c'était McLaren qui avait la 4e place après le Grand Prix d'Espagne. Là c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, bien sûr, c'est McLaren qui détient la 4e place, mais sauf que cette fois-ci Renault ne sont pas du tout en embuscade. Là ils sont 8e avec 12 points, donc déjà 10 points de retard sur McLaren, étant donné que les 6 premières places sont d'ores et déjà verrouillées. Voilà, ça va être assez difficile de grappiller des points à McLaren cette saison. Alors parmi les écuries du milieu du plateau, est-ce que il y en a une dont tu veux plus parler aujourd'hui? Renault, Racing Point, As, Alfa Romeo ou Toro Rosso? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué sur ce Grand Prix?
Toro Rosso. Toro Rosso m'a marqué parce que justement ils avaient les deux monoplaces dans les points, ce qui est une bonne chose, mais ils ont un petit peu tout foiré pendant la voiture de sécurité quand ils ont décidé de faire rentrer en même temps leurs deux pilotes et ils n'étaient pas prêts à les recevoir. Donc il y a que Fiat qui a attendu sur le cric sans roue et Albon derrière qui klaxonnait, et même quand Albon s'est arrêté après il a dû patienter aussi qu'on aille chercher les pneus. Bon, ça arrive bien sûr, les cafouillages au stand, c'est déjà arrivé, voilà, que les pneus soient pas prêts, et donc du coup il n'y a qu'une seule voiture qui a terminé dans les points alors que potentiellement les deux pouvaient finir, ce qui est assez dommage étant donné que, comme je l'ai dit précédemment pour Renault, ça va être assez difficile d'aller chercher les points parce que c'est serré de partout, et les 6 premières places, voilà, c'est réservé à Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et à part cela, As aussi qui voilà, sort un petit peu la tête de l'eau. À Bakou, c'était vraiment la dépression. Il y avait Gunther Steiner qui disait voilà, on va à Bakou, on sait qu'on va faire de la merde, et voilà, il pouvait rien y faire, ce qui est assez dramatique. Et puis voilà, ça va un petit peu mieux en Espagne. Ça va mieux pour Magnussen, ça va mieux pour Grosjean, même si ce fut difficile dans les derniers tours. Voilà, il s'est fait dépasser par Sainz, puis par Kvyat, et puis Albon, c'était assez chaud quand même. Bon, il parvient quand même à ouvrir son compteur cette saison. Premier point pour Grosjean, bon, les autres suivront assez facilement. Voilà, il suffit qu'il soit en confiance en fait. Voilà, c'est très psychologique après comme métier. Voilà. Il suffit qu'il soit dans une bonne spirale, et puis voilà, Grosjean peut facilement redevenir le Grosjean des années Lotus. Bon, pas celui de 2012 bien sûr, celui de 2013, celui qui marquait plusieurs podiums et qui était en passe de gagner des courses. C'est vrai que jusqu'à la safety car, on a vu des As au 7e et 8e rang très incisives et très portées vers l'avant, et qu'on a un peu perdu Romain Grosjean après le safety car, après sa lutte avec Kevin Magnussen. Il a eu du mal à retrouver du rythme. Mais en tout cas, ce point a fait confiance, et c'est du coup la première fois de la saison qu'on a nos deux Frenchies dans les points, puisque Pierre Gasly termine 6ème. Course solide un peu à l'arrière du top 6, mais course solide quand même. Ça fait quand même 2 courses de suite où il est très sérieux dans son pilotage. C'est vrai qu'on avait peur après ses déclarations comme quoi il ne se sentait pas à l'aise dans sa monoplace. Ça va un peu mieux et ça fait quand même plaisir. On est toujours là pour le rappeler. Si tu veux bien, on va passer au pronostic, puisque contrairement à toi, je ne suis pas l'oracle, il faut bien l'avouer. Donc j'avais pronostiqué un podium Leclerc, Hamilton, Bottas. Eh bien écoute, j'ai Hamilton, Bottas, mais pas aux bonnes positions, donc bon, c'est raté. Et concernant les écuries, écoute, c'est un 8 sur 10, un 6 sur 10, pardon, puisque j'avais Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Perez, Raikkonen et Russell devant leurs coéquipiers, c'était bon. Par contre, j'avais mis Leclerc devant Vettel, et bon, est-ce que c'est un jeu de consigne d'équipe, est-ce que c'est un jeu de stratégie, mais Vettel était fini devant Leclerc. J'avais mis Romain Grosjean, on l'a dit, sa passe d'armes avec Kevin Magnussen a tourné à l'avantage du Danois sur la piste, et donc Kevin Magnussen finit devant. J'avais mis Alexander Albon devant Daniil Kvyat, et le Russe m'a fait mentir en venant chercher 2 points sur le circuit de toutes ses peurs, et j'avais mis Lando Norris devant. Lando Norris qui s'est fait accrocher par Lance Stroll et qui malheureusement finit dans le bac à gravier, donc Carlos Sainz a dominé. Bon voilà, c'est un peu mitigé comme bilan, tu as fait mieux, je dois l'avouer. Ah mais c'est plus dû à la chance qu'autre chose, hein. Franchement j'en reviens toujours pas de ma performance à Bakou, c'est pas prêt de se répéter. Écoute, on verra si ça se répète à Monaco, puisque dans une semaine nous serons là pour la preview, et dans 10 jours, c'est le Grand Prix de Monaco, le strass, les paillettes, le petit train, la sieste, les accidents, Lance Stroll dans le mur, Max Verstappen dans le mur, enfin bref, toute la diaspora habituelle sera là, et voilà, sans doute un échec cuisant des Ferrari. On sera là pour en parler, et bien sûr, Charles Leclerc à la maison, ça, c'est un événement, un pilote monégasque à Monaco en F1, on n'a pas vu ça depuis Louis Chiron. Ou peut-être... non, on a eu Beretta entre les deux. Exactement, oui. Ah là exactement. là, j'allais oublier l'ami Olivier, pilote d'endurance aujourd'hui. C'est vrai, j'allais l'oublier. Tu as raison de le rappeler. Donc voilà. Mais on en a eu peu des pilotes monégasques, et c'est très rare. Donc c'est bien vrai. C'est très rare pour être souligné. Tu as tout à fait raison. Oui. Exactement. Si on finit sur un petit point d'avenir, très cher, c'est annoncé, c'est dans les tuyaux. L'Espagne va disparaître du calendrier. Place à Pays-Bas, place à Zandvoort. Alors quel est ton avis là-dessus pour terminer cette émission ? Bah écoute, après le spectacle que
que je me suis infligé, c'est pas vraiment un spectacle, un simulacre de spectacle que je me suis infligé pendant 2 heures dimanche dernier, bah écoute, c'est une bonne nouvelle de voir Zandvoort à la place de Barcelone. Barcelone, c'est un circuit que j'ai jamais vraiment affectionné parce que voilà, la course est pas super là-bas, et puis même le tracé en lui-même me plaisait pas spécialement quand la chicane n'était pas présente dans le dernier secteur, et bon, encore moins maintenant qu'il y a la chicane. Je trouve que ça a complètement défiguré le circuit, et ça nous a privé d'une superbe dernière portion qui était vraiment fantastique, très, très rapide, très impressionnante. Et puis bah, voilà, après mon Zandvoort, je suis pas spécialiste des courses là-bas, je regarde pas la Formule 3 feu, la Formule 3 quand elle y allait, ou ni même le DTM, donc je connais pas vraiment la qualité des courses à Zandvoort. Tout ce que je sais par contre, c'est que c'était un circuit qui est vraiment très étroit, donc je me demande je me demande vraiment comment ils vont se débrouiller pour organiser une course qui soit vraiment acceptable, quoi, digne de ce nom. Mais sinon, on a appris avec Clément que Zandvoort était un circuit de grade 2, grade 2 FIA. C'est en fait tout simplement un circuit doit être grade 1 pour accueillir une course de F1. Donc ça veut dire que Zandvoort va devoir passer forcément par des travaux pour obtenir le grade 1. Donc j'imagine que certaines portions de la piste vont être élargies, peut-être qu'il y a des virages qui vont être changés, redessinés. Donc on verra, on en saura plus de toute façon dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, l'important c'est que Zandvoort, c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1. Et toi, oui, Clément, quel est ton avis ? Bah écoute, pour être allé à Zandvoort il y a un an, visiter ce circuit, c'est vrai qu'entre les virages 5 et 9, entre le virage de Chevac et le virage Vodafone, on a une piste qui est très très large, qui est un endroit voilà, où on peut atteindre jusqu'à 20 mètres de large, donc c'est des choses qu'on voit habituellement. Mais le reste du circuit est très étroit, il fait penser au Hungaroring, à Manicourt aussi. Pour être allé à Manicourt, c'est vrai que c'était une comparaison que j'avais fait au niveau de la piste. Et tu l'as dit, le fait qu'il soit de grade 2 nécessite des travaux au niveau des stands qui ne sont pas assez profonds en eux-mêmes pour accueillir tout l'ensemble d'une écurie de F1. Au niveau du paddock aussi, qui doit être un peu remodelé parce qu'il est assez petit à Zandvoort. C'est vrai que c'est un petit paddock dû à la présence du virage 3 juste derrière le paddock, donc ça le rétrécit fortement. Et donc il y aura des travaux à faire. Je pense qu'au niveau du virage 1, on va se retrouver avec un virage comme au Hungaroring qu'on vient légèrement refermer pour créer un premier virage plus type F1, même si c'est dommage parce que c'est un virage en banking. Et naturellement, entre les virages 2 et 5, il faudra prévoir des travaux parce que la piste n'est pas assez large. Et voilà, c'est là où Zandvoort va devoir jouer. Mais ça va être intéressant à voir parce que c'est un circuit assez petit et où les zones DRS dont la F1 raffole seront difficiles à placer. Donc ça va être intéressant à voir. Et puis bien évidemment, la furia des Hollandais. Si vous avez déjà pu aller voir un Grand Prix de Belgique, vous avez pu voir ce dont sont capables les Hollandais en dehors de leur terre. Alors sur leur terre, ça sera quelque chose d'incroyable et à surtout ne pas manquer. Donc ça va être un petit événement, peut-être qu'on va être très excité la première année et que ça va vite retomber au bout de 3-4 ans. Moi je pense personnellement que ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, voilà, si on se retrouve peut-être avec des grands prix en alternance entre différents pays, ça serait pas plus mal. Et c'est là où tout le monde y gagnerait, à avoir la F1 que tous les 2 ans pour avoir des tribunes remplies et une excitation permanente concernant ces circuits. Donc voilà, c'est juste mon avis là-dessus et je sais pas, peut-être on verra ce que ça donne. Ah mais ça se tient en tout cas, ça se tient ton opinion. C'est vrai que les circuits se dépeuplent hein, au fil des saisons. Justement, en off, on parlait avec Clément du Grand Prix de Chine. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais auparavant, il y avait un mur de tribunes dans le premier virage. Vous savez, le virage escargot qui ne cesse de tourner, de se refermer. Et puis voilà, ces dernières saisons, il y en a plus. Justement, les tribunes ont complètement disparu. Et puis même si vous prêtez attention sur certaines vieilles vidéos YouTube, sur des circuits qui sont encore aujourd'hui au calendrier, comme Melbourne, Monza, vous pouvez voir que voilà, il y a certaines portions du circuit qui avant avaient des tribunes et puis aujourd'hui n'ont plus rien tout simplement. Donc c'est bien synonyme que les spectateurs se désintéressent de la Formule 1, ce qui est très dommage, c'est dramatique, mais ce qui est compréhensible étant donné voilà, la pauvreté du spectacle en piste et en dehors, et encore une fois, voilà, le Grand Prix d'Espagne de cette année nous l'a prouvé.
Tout à fait. Et puis, concernant les circuits de grade 1, étant donné que les Pays-Bas ont déjà un circuit de grade 1 avec Assen, je pense qu'on fera un épisode spécial sur tous les circuits de grade 1 actuellement qui pourraient avoir accès à la Formule 1 et qui ne l'ont pas. Et ça pourrait être assez intéressant de voir quelle stratégie pourrait être mise en place pour justement créer une alternance entre tous ces circuits et permettre d'avoir des grands prix dans des pays qui n'ont plus ou n'ont pas de courses de F1 pour l'instant et qui pourraient y accéder prochainement. Mon cher Aurélien, je te remercie pour cet épisode et comme on l'a dit tout à l'heure, on se retrouve dans une semaine pour Monaco, ses strass et ses paillettes. À la semaine prochaine. Salut.